Bonjour et bienvenue à la Convention nationale de la SFEN, l'essor de nos territoires, qui est consacrée à l'ancrage du nucléaire dans les territoires. Donc, je suis Valérie Faudon et j'ai l'honneur d'animer la deuxième session de cet après-midi consacrée à la région Grand Est, où nous allons parler emploi, formation et innovation avec le nucléaire dans la région Grand Est. Donc, pour commencer cette table ronde, j'ai l'honneur de présenter Bernard Poty, qui est président du groupe régional Lorraine de la SFEN. Bernard, est-ce que tu peux nous décrire un peu les activités du nucléaire dans la région Grand Est ainsi que les activités du groupe régional Lorraine? Merci. Merci Valérie. Alors, le groupe régional Lorraine est l'un des 18 groupes régionaux de la SFEN. Il est constitué de travailleurs des entreprises du nucléaire ou des entreprises affiliées, et il contient également des actifs de la société civile, des retraités, des jeunes, et il s'attache à diffuser une information de qualité sur le nucléaire par l'organisation de conférences et de visites de sites en particulier. La SFEN est une association qui regroupe 3600 membres, une communauté scientifique et technique. Et si vous vous intéressez au nucléaire, je vous engage, n'hésitez pas à adhérer à la SFEN, à nous rejoindre. Alors, cette deuxième table ronde traite de l'importance du nucléaire en région pour l'emploi, de ses retombées économiques et de la médecine nucléaire. Alors, la région Grand Est est une région importante en termes d'emploi dans le nucléaire. Dans le Grand Est, il y a près de 20 dans ou pour le nucléaire. La région compte également 300 entreprises et 1200. Je crois qu'on a une difficulté de connexion avec Bernard, donc on revient. La moitié des entreprises impliquées sont des PME, mais l'emploi est... Ok, donc on reviendra tout à l'heure vers Bernard parce que je crois qu'on a une difficulté de connexion. Donc, pour ouvrir cette session, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Philippe Péchery, qui est président du département de l'Aube. Donc, bienvenue, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du nucléaire dans votre département, mais aussi dans la région Grand Est, ainsi que ses retombées, bien sûr, économiques? Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je participe à cette table ronde. Donc effectivement, en tant que président de ce département de l'Aube, et à ce titre de président de deux CLI, Commission locale d'information, celle de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et celle du centre d'enfouissement de l'Andra, exploité par l'Andra, de Soulaine-d'Huy. Vous l'avez compris, l'Aube a une particularité probablement unique ou presque sur le territoire national, c'est que ce territoire départemental est concerné par deux établissements majeurs dans l'activité nucléaire, une centrale de production et un site d'enfouissement et de traitement des déchets du nucléaire. Moi, le témoignage que je souhaite vous apporter, c'est dans mes responsabilités l'impact que je ressens sur ce territoire de l'Aube de cette présence de ces deux grands établissements. Et je vais commencer par l'impact financier. Alors, je dois vous dire que j'ai hésité à commencer par évoquer l'impact financier. J'ai hésité pourquoi? Parce que les opposants, on va dire, à tout ce qui est nucléaire, utilisent un argument fréquemment qui est, je dirais, un argument facile, mais qui est un argument erroné, qui serait que ces établissements ont pu s'implanter ou prospérer sur les territoires concernés par des motivations financières, des motivations d'appât, de moyens financiers et de gains. Je dois pleinement vous rassurer, ça n'est absolument pas le cas.
Ces deux établissements majeurs, ils sont sur notre territoire parce que les caractéristiques du territoire s'y prêtaient, mais bien sûr, ils ont des retombées financières conséquentes et c'est un juste retour pour le territoire qui accueille ces activités d'intérêt national par rapport à cette solidarité nationale. Donc le premier impact sur le territoire aubois, c'est effectivement des retombées financières à divers titres, mais notamment pour la fiscalité. À titre d'exemple, dans la fiscalité, dans les recettes fiscales perçues par mon département, 10%, ce qui est très important, de ces recettes, plus de 10 millions d'euros pour le seul département, proviennent de ces établissements nucléaires. Et je ne parle pas, bien sûr, des retombées aussi pour les communes et intercommunalités. La conséquence, c'est aussi que ces ressources permettent de modérer la pression fiscale au niveau des fiscalités locales, que ce soit celle des communes ou celle des intercommunalités. Mais les retombées de ces activités sur nos territoires vont bien au-delà du seul domaine financier. Je noterai d'abord, parce que c'est très important, que ces présences sont à l'origine de création d'activités et donc de vie et de richesse. En termes d'emplois directs ou indirects, juste quelques chiffres. La centrale de Nogent, c'est près de 1500 emplois entre les emplois directs et indirects, et ça fait plus que doubler quand il y a des périodes de maintenance. Le site Andra, c'est plus de 500 emplois directs et indirects, et bien sûr, ces potentialités d'emploi renforcent la valeur de l'immobilier sur les territoires concernés. Un troisième domaine où il y a un impact très significatif, c'est celui de la connaissance de notre territoire. Bien sûr, par ces établissements importants, notre territoire est identifié et surtout, il voit une évolution des compétences et des savoir-faire avec des entreprises du territoire qui, grâce à la présence de ces établissements, ont pu développer des compétences qui leur donnent accès à de nouveaux marchés au plan national, voire au plan international. Et puis, chose très importante pour un département qui a beaucoup misé sur l'enseignement supérieur, c'est la présence, et je sais que Monsieur Garrigue interviendra sur ce sujet, la présence notamment de la centrale de Nogent a permis de développer, en lien avec les établissements d'enseignement supérieur et notamment l'Université de technologie de Troyes, des formations et des activités dans des chaires qui renforcent les compétences de notre territoire. Un quatrième domaine auquel je suis très attaché, c'est le fort impact sur la dynamisation de la vie locale et du lien social entre les habitants. La présence de ces activités a permis la réalisation d'équipements collectifs, de services, de crèches, de sport, de culture. Et je voudrais signaler un cas un peu particulier, mais qui est important. La présence de la centrale de Nogent a nécessité le renforcement des services d'incendie et de secours avec 20 pompiers professionnels à Nogent, financés par la centrale. Et bien sûr, ces pompiers ils contribuent aussi à un niveau renforcé de la sécurité pour tous les habitants alentours. Ces établissements aussi, dans leur impact et dans leur volonté de s'inscrire dans la vie locale, ils soutiennent souvent le monde associatif et sa dynamique. Et simplement, comme un clin d'œil, je rappellerai qu'on a un club de football qui évolue à un bon niveau. Et il y a quelques années, quand il a été constitué et qu'il a dû gravir les différents échelons, un des premiers sponsors qui a été là et qui a permis de gravir ces échelons, ça a été l'Andra. Et aujourd'hui, tout le monde se réjouit d'avoir un club de football qui est en tête de la Ligue 2 et je l'espère qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Autre élément pour montrer, je dirais, le ruissellement que tout le territoire est concerné, il y a des fonds de péréquation. Je pense aux fonds de péréquation
de la taxe, de l'ex-taxe professionnelle ou de ce qu'on appelle le fonds Andra, qui est le fonds perçu par rapport aux quantités stockées. Et ce sont des moyens financiers conséquents, plusieurs millions d'euros, que le département répartit, mais sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un outil de péréquation qui est très important. Donc, en conclusion, moi, ce que je veux témoigner, c'est que ces deux établissements sont des acteurs locaux de la vie locale, mais aussi je le pense sincèrement, de la cohésion sociale. Et je voudrais vous dire que ma conviction, c'est qu'ils tiennent ce rôle, non pas par une contrainte obligatoire, mais que c'est, j'en suis convaincu, une vraie volonté des entreprises concernées de jouer leur rôle d'entreprise du territoire, d'entreprise citoyenne et d'être impliquées dans la société, dans le territoire où elles existent et où elles développent leur activité. Et pour terminer, je voudrais faire une suggestion, peut-être à la SFEN. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu une méthodologie avec des indicateurs précis, des indicateurs et un cadre commun défini pour tous nos établissements nucléaires pour mesurer dans de nombreux domaines, dont ceux très divers et pas seulement financiers que je viens d'évoquer, l'impact de ces activités sur nos territoires. Et je pense que ce serait tout à fait intéressant qu'il y ait peut-être une réflexion nationale pour établir un mode opératoire, un cadre encore avec indicateurs communs à définir pour évaluer en tout domaine, de façon objective, l'impact de ces établissements sur nos territoires et notamment, et je terminerai là-dessus, notamment en termes de distance par rapport aux établissements, ces établissements tiennent un rôle très important et pas seulement de proximité, mais même à des distances significatives de leur lieu d'implantation. Voilà, j'en ai terminé le témoignage de ce qui se passe dans mon département et j'ai pu voir, étant présent dans ce département depuis 30 ans, j'ai vraiment pu voir évoluer les territoires, notamment en proximité, mais pas seulement, où sont implantés ces deux grands établissements dans le département de l'Aude. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'ai oublié de le dire en entrée, mais cet événement est organisé en collaboration avec le GIFEN, qui est le groupement français des industriels du nucléaire. Et en effet, ils viennent de réaliser une cartographie complète sur le territoire des emplois directs et indirects. Et je vais repasser la main d'ailleurs à Bernard parce que il a pas pu finir sa présentation tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur la question des emplois induits, il faut de nouvelles méthodologies. Et hier dans la session, ou ce matin dans la session Centre Val-de-Loire, j'ai vu une étude de l'INSEE, Olivier en parlera peut-être un petit peu, mais un travail qui a été fait sur la région Centre Val-de-Loire à partir des 4 centrales nucléaires du Centre Val-de-Loire avec des données extrêmement précises sur les emplois induits. Donc je prends le point et on fera un suivi là-dessus pour revenir vers vous avec des méthodologies. Voilà, j'en parlerai à mes collègues du GIFEN. Bernard, est-ce que tu pourrais finir justement de présenter les chiffres parce que tu avais commencé et puis on t'a perdu tout à l'heure. Oui, mais est-ce que tu pourrais me mettre la carte du Grand Est? Oui, je pense que la régie va nous mettre la carte. Voilà, merci. Voilà. Alors, vous voyez que je vous ai dit qu'il y avait près de 20 000 personnes qui travaillent donc pour le nucléaire dans le Grand Est, 300 entreprises et 1200 établissements liés au nucléaire. Alors vous voyez par exemple ici tous ces rectangles ou carrés bleus, eh bien ils sont faits à partir de points qui représentent chacun une entreprise. Alors il y a dans la région il y a Cattenom en Moselle, à Fessenheim, il y a aussi dans les Vosges, la Meuse-Haute-Marne, c'est l'Andra, Meuse-Haute-Marne, et à Nogent, je pense que ça doit être plutôt à l'ouest que sur les gens. Voilà. Alors, l'emploi est concentré à 80% dans les entreprises exploitantes, EDF, Andra, les étiers et les grands groupes, et à l'exception des entreprises exploitantes, la plupart des entreprises ont une activité très diversifiée.
et le nucléaire n'entre que pour 25% dans leur chiffre d'affaires. La filière recrute, elle propose en moyenne 250 offres d'emploi chaque année, et ces emplois se caractérisent par un fort niveau de qualification, puisque les 3/4 des salariés ont un niveau ETAM ou cadre. La médecine nucléaire qui sera exposée dans cette table ronde est très présente en région Grand Est. On voit qu'elle est répartie sur tous les points verts qui sont un peu partout, hein, sur la carte. Elle est également répartie dans tous les départements. Du fait de son utilité et des moyens déployés, la probabilité que chaque citoyen de la région bénéficie de ces services au cours de son existence est très grande, que ce soit en diagnostic ou bien en traitement. Voilà ce que j'avais à dire pour le Grand Est. Merci beaucoup Bernard et merci beaucoup encore Monsieur le Président. Donc nous allons commencer cette table ronde dédiée à l'emploi, à la formation et à l'innovation. Donc j'aurai 3 intervenants. Donc je vais présenter alors d'abord Olivier Garrigue, qui est directeur de la centrale de Nogent-sur-Seine. Ensuite, donc on a un grand donneur d'ordre. Ensuite, on a donc Antoine Lecomte, qui est président de Énergique ST 52-55. Donc, vous nous parlerez de cette association qui est une association d'entreprises de la Meuse et de la Haute-Marne. Et puis, nous parlerons aussi médecine nucléaire avec Grégoire Keul, qui est médecin nucléaire à Strasbourg, à l'ICANS, l'Institut de cancérologie de Strasbourg Europe. Donc, je vais d'abord passer la parole à Olivier pour qu'il nous décrive l'installation de la centrale de Nogent-sur-Seine, que beaucoup pensent que Nogent-sur-Seine est dans la région parisienne, et je pense aussi c'est parce que la région parisienne importe beaucoup d'électricité de Nogent-sur-Seine, mais en effet, Nogent-sur-Seine est bien dans la région Grand Est. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc de cette installation, Monsieur le Président Pichery en a déjà parlé un petit peu, et de son impact économique en termes d'emploi, de relations avec les entreprises sur le territoire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, une présentation rapide de la centrale, une centrale qui est située aux confins de la région Grand Est. En fait, on est à cheval sur 3 régions, Grand Est, Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, on a 4 départements qui nous entourent, la Seine-et-Marne, la Marne, on est sur l'Aube et puis Lyon. Alors, cette géographie un peu particulière fait quand on regarde comment notre implantation, on vient regarder l'ensemble des départements que j'ai cités et tous les nombres et les chiffres que je vais vous donner en fait se rapportent à ces départements. Alors la centrale, c'est 2 réacteurs nucléaires, 1300 MW, mis en service en 1987 et 1988. On produit, on va retenir le nombre de 18 TWh par an en moyenne, c'est à peu près 4% de la production nucléaire électrique EDF française, et c'est la consommation de 850 000 foyers environ. Alors, la centrale, sur son territoire, cherche vraiment à développer une relation avec son territoire, un peu comme l'a expliqué monsieur Pichery, et ça dans 2 buts en fait. Alors le premier, c'est permettre l'exploitation de la centrale. Nous avons besoin, pour que la centrale tourne, d'avoir des salariés qui y travaillent, d'avoir des entreprises qui puissent intervenir, et puis d'avoir tout un tissu économique autour du site. Et donc, c'est pour nous important de pouvoir travailler avec le territoire à ce niveau. Et puis donc, on cherche à développer notre territoire, puisque plus le territoire est fort, en fait, et plus notre activité peut être pérennisée. Par rapport à d'autres centrales nucléaires françaises, il y a des tissus industriels plus importants. Ce n'est pas le cas de la centrale nucléaire de Nogent, et donc nous sommes particulièrement attentifs à notre territoire. On peut utiliser le mot de symbiose, en fait. À la fois, nous apportons au territoire, mais le territoire nous apporte pour pouvoir fonctionner. Alors, le premier impact de la centrale, c'est les salariés qui y travaillent. Nous avons sur la centrale nucléaire de Nogent 774 salariés EDF qui y travaillent, à peu près 400 salariés de partenaires industriels. On est l'un des plus gros employeurs du territoire. Et une étude qui avait été menée en 2018, alors voilà, qui a 3 ans, montre en fait que la centrale, au final, c'est 6600 emplois qui sont soutenus en termes d'emplois directs, indirects
jusque les emplois qui concernent par exemple les enseignants, tout le tissu qui permet au personnel de la centrale et aux entreprises partenaires industrielles de travailler. Puisque la réalité, la majorité des gens qui travaillent autour du site ont besoin d'être à proximité de la centrale nucléaire, puisque nous avons le personnel qui a une astreinte, et donc les gens vivent vraiment sur le territoire sur lequel la centrale est implantée et contribuent directement et indirectement à l'activité du territoire. J'ai plusieurs élus dans les salariés de la centrale. J'ai par exemple un maire qui travaille, qui est salarié de la centrale nucléaire. Nous avons également pas mal de recrutements. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2010, c'est 435 personnes qui sont arrivées sur le site. Vous voyez, je vous ai dit 774 salariés. On a renouvelé à peu près, on a embauché la moitié des salariés depuis 10 ans. Et ça, c'est une vraie question pour le site, en fait, parce que nous avons des difficultés, en fait, à recruter. Et c'est là où le territoire intervient. On a besoin d'un territoire attractif, un territoire qui a des services et un territoire qui permet d'offrir des travails aux conjoints. Et c'est là où j'ai dit on est un peu en symbiose avec le territoire, c'est-à-dire que nous apportons au territoire, mais le territoire, par son attractivité, par son dynamisme, permet en fait nous de recruter les bonnes personnes et avec des gens, mais maintenant qui ont besoin, avec les conjoints, qui ont besoin de travailler. Et donc c'est important qu'on ait à ce niveau-là un territoire dynamique. Et puis également, on travaille, on le verra tout à l'heure avec le scolaire, pour pouvoir développer des filières, parce que c'est aussi une question, c'est comment on arrive à avoir ce sujet des gens qui viennent du territoire et qui se forment sur le territoire. On a monté en 2018 ce qu'on a appelé un guichet unique de compétences. Ça sert à nos partenaires industriels, c'est avec la région, EDF, l'Ukraine et Pôle emploi. En fait, c'est un guichet tout en un. Les partenaires industriels expriment leurs besoins. Et puis, cette entité, en fait, vient à la fois faire le sourcing pour les personnes à recruter et également va jusqu'à former les personnes avec des aides qui sont fournies par la région. Et on a ainsi recruté 173 personnes depuis 2018. Donc, c'est 173 embauches qui ont été faites par ce dispositif. Donc ça, on a vu la partie emploi. Maintenant, la partie développement du territoire en plusieurs points. D'abord, la fiscalité directe. Concrètement, la centrale nucléaire, c'est 29,1 millions d'euros tous les ans, dont 11 millions d'euros uniquement de taxes foncières qui sont versées. On a entendu tout à l'heure M. Pichery, à la fois au département mais aux communes qui nous environnent. C'est 27 millions d'euros d'achats locaux. Donc là, je parle des 4 départements qui sont à proximité de la centrale. C'est 25% de nos achats qui sont faits sur des entreprises qui sont implantées localement. Et puis, c'est des politiques de partenariat très importantes avec dans des domaines comme la solidarité, avec une association qui s'appelle Chlorophylle, mais également dans la biodiversité, dans le sport. On a effectivement, tout à l'heure, on en a parlé, les 20 pompiers professionnels qui sont implantés à Nogent, qui sont entièrement financés par la centrale nucléaire. Et puis, on mène des actions un peu plus spécifiques. J'en citerai quelques-unes. La première qui me tient à cœur et qui est en train de se développer, c'est la mise en place d'une crèche interentreprise avec une autre grosse entreprise de Nogent. Et cette crèche interentreprise va être ouverte. Il va y avoir des berceaux qui vont être ouverts pour des PME et des TPE du territoire. Au final, ça sera 7 ETP qui vont être créés. Mais là, on essaye d'attirer, en fait, de rendre le territoire attractif. On a la convention avec l'UTT. Donc là, c'est vraiment pour développer la relation dans le domaine de la formation, avec 2 sujets particulièrement importants. Le premier, c'est toute une démarche qui s'appelle les cordées de la réussite, qui a pour but de promouvoir la poursuite des études et de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. C'est 50 collégiens, concrètement, de Nogent et de Romilly, qui vont avoir accès à l'UTT avec des sessions de formation, d'entraînement, pour leur montrer que le monde de l'ingénieur est accessible à tout le monde. On a également des actions de promotion de l'innovation dans le domaine de l'énergie, de la gestion de crise, et puis on accueille des stagiaires de manière à, voilà, même en période Covid, on est une entreprise qui accueille des stagiaires. On a également développé des conventions avec tous les établissements du territoire pour qu'ils puissent venir visiter la centrale nucléaire, qui fait partie du programme. Et puis, on a développé un chantier avec le Greta de Romilly, là encore pour former les partenaires industriels. Donc, on voit en fait la centrale, on voit en fait une centrale implantée sur son territoire qui vit en symbiose avec son territoire.
Merci beaucoup Olivier. Donc, avant que nous commencions à parler avec Antoine, je vous invite à poser des questions. Donc, ça commence. On a déjà reçu plusieurs questions. Donc, pour ça, je vous invite à quitter le mode de plein écran et de rentrer dans l'interface et donc de poser vos questions au fil de l'eau. Et puis, nous avons un temps réservé à la fin de la session, dans la deuxième moitié, pour justement répondre à vos questions. Donc, je vais parler maintenant à Antoine. Donc, Antoine est président de l'association énergique ST 52-55. Donc, après avoir parlé à un grand donneur d'ordre, on va parler à un réseau d'entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement l'activité de ces associations, les activités des entreprises qui en sont membres, quel type d'activité, enfin... Oui, bien sûr. Donc, je salue tous les gens qui nous regardent et je vais vous parler d'Énergique. Énergique ST 52-55, ST pour sous-traitants, 55 et 52 pour les départements, est une association de loi 1901 créée en 2007 dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 qui réglemente les obligations des accompagnements économiques pour EDF, Orano, les LCEA, sur les territoires qui reçoivent des installations de l'ANDRA, relayant ça par les GIP pour le financement, celui de Haute-Marne et celui de Meuse. CIGEO rentre dans le cadre de ce dispositif, donc ça a donné naissance, sur l'impulsion de Gérard Longuet, que j'ai rapidement vu mais que je n'ai pas entendu, à qui je fais un petit clin d'œil au passage. L'association a signé avec chacun des donneurs d'ordre, donc EDF, Orano et le CEA, mais également avec l'ANDRA, des protocoles de coopération, devenant ainsi l'interface privilégiée de l'accompagnement économique et de ses acteurs en conduisant auprès des adhérents de l'association des actions telles que le développement des relations avec les industriels du secteur de l'énergie, le soutien de l'adaptation de nos adhérents techniquement, méthodologiquement aux besoins de ces marchés et leur préparation pour répondre aux marchés actuels, aux marchés futurs, apportés par l'implantation du laboratoire ANDRA à Bure-Saudron. Aujourd'hui, l'association représente environ 110 entités adhérentes réparties exclusivement sur le territoire haut-marno-meusien, en 3 secteurs principaux, donc la métallurgie, le bâtiment, les travaux publics et les activités de service. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui Énergique a l'avantage de compter parmi ses effectifs plusieurs collectivités locales et des associations importantes. L'ensemble des adhérents représente un chiffre d'affaires annuel de 600 millions d'euros et 4500 emplois. La condition sine qua non pour devenir adhérent, c'est de posséder une implantation en Haute-Marne ou en Meuse. Une implantation, j'entends, haute d'une simple boîte postale. L'accompagnement par Énergique de l'évolution de ses adhérents consiste principalement à promouvoir et défendre leurs intérêts en garantissant une totale confidentialité vis-à-vis de chacun des membres, de transmettre équitablement aux membres des informations en provenance des donneurs d'ordre, telles que les procédures d'achat particulières ou les informations commerciales sur des projets en cours ou à venir, de faciliter d'organiser les relations directes entre les membres et les opérateurs pour leurs relations commerciales et contractuelles, de faire découvrir aux nouveaux adhérents les services achats des différents opérateurs et de promouvoir, et le cas échéant, d'organiser les réponses aux appels d'offres et consultations en favorisant l'association de plusieurs membres de l'association. En complément, les actions suivantes sont également assurées. L'établissement d'un bilan chiffré des consultations et commandes acquises auprès des opérateurs et des fournisseurs de rang 1, et dresser également un bilan annuel des contrats passés entre les membres et de la nature et de l'intensité de ces échanges pour chaque domaine d'activité. On est chargé également d'établir et d'animer un programme de formation annuel sur un horizon de 3 ans afin de permettre la progression des compétences des membres demandeurs. On doit également élaborer des outils de formation et de promotion des activités de l'association
Et aussi, enfin, organiser des sessions de partage d'expériences entre les membres, particulièrement pour les savoir-faire innovants. J'y ajouterai également que notre souci reste de pérenniser et développer les emplois locaux, également de faciliter les liens entre les entreprises de services, parce qu'effectivement, elles sont adhérentes, mais certaines ont très peu de chances de contracter avec les donneurs d'ordre de l'énergie. Néanmoins, il leur est possible de tisser un réseau à l'intérieur des adhérents d'énergie et de trouver un business à leur convenance, je dirais. Pour conduire ces programmes, Énergique dispose des compétences suivantes. Nous avons une directrice, Madame Florence Hutin-Aubara, un chargé de mission, Stéphane Martin, une assistante à plein temps, Corinne Accurzo, et une assistante à temps partiel, Alison Marc. Dans ce contexte, l'association Énergique sous-traitant 52-55 est devenue un acteur majeur du développement économique du territoire, je dirais même l'acteur majeur, dans les métiers de l'énergie, qu'elle soit d'ailleurs nucléaire, thermique, hydraulique ou renouvelable, et ce, dans les départements de Haute-Marne et de Meuse, d'où le nom d'Énergique, évidemment. Énergique est également bien établi auprès des collectivités locales et des administrations publiques, les associations intervenant dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'insertion, ainsi qu'auprès de l'ensemble des partenaires institutionnels. En complément des missions précédemment définies, Énergique s'attache quotidiennement également à assurer une veille commerciale pour ses adhérents, à organiser des rencontres B2B ou des déjeuners à thématiques diverses, d'assister à la mise en place de démarches type QSSE, certification, formation afférente. À ce sujet, on a connu des entreprises de relativement petite taille qui, accompagnées par Énergique, ont pu travailler jusque dans les zones ionisantes de la centrale de Nogent-sur-Seine. On est chargé aussi de mettre en place et de développer un bureau de services industriels, conciergerie industrielle, comme on dit communément, à la base de maintenance EDF de Saint-Dizier. Et ce, afin d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour assurer une mission identique sur le projet CIGEO quand l'heure sera venue. On doit également conduire les programmes prévus au plan d'action élaboré avec EDF, Orano et Andra. On doit participer au programme de formation issu du partenariat énergique Orano et Trium pour compléter les 150 personnes déjà formées par cette filière. On accompagne également l'Andra dans l'organisation et le déroulement de sa journée annuelle Achetons local. Et nous sommes présents dans les différents échanges publics relatifs à l'implantation du projet CIGEO pour en promotionner l'image aux côtés de l'Andra. Mais pas que, puisqu'on a aussi des entreprises qui sont intervenues sur des périmètres tenus par les opposants dans des conditions quasiment de guerre, notamment la fameuse campagne du Bois-le-Juc. Je pourrais vous développer ça par la suite si ça vous intéresse. Énergique travaille aussi avec chaque interface institutionnelle d'EDF, d'Orano et de l'Andra pour permettre aux entreprises l'obtention d'une multitude de contacts, d'informations et de portes ouvertes. En fait, nous sommes un cluster d'entreprises, même si le mot n'est actuellement pas très bien choisi. Aujourd'hui, la fonction sociétale d'Énergique est également à prendre en compte. En effet, l'association se trouve présente auprès des associations d'insertion avec lesquelles elle travaille sur les clauses sociales des marchés de travaux. Énergique a apporté également un soutien indéfectible à la promotion du projet CIGEO en assistant aux nombreuses réunions et confrontations organisées sur le sujet par l'Andra. Énergique a participé aux manifestations organisées par l'Andra sur des thématiques telles que la filière bois, la biomasse, la méthanisation, l'habitat, la charte chantier, le poste de distribution RTE de CIGEO et les documents d'urbanisme afférents au site. Énergique a encore été présent aux côtés de l'Andra aux séances du PNG-MDR de Bar-le-Duc, de Strasbourg et de Troyes. Énergique
également partenaire des maisons familiales rurales et des fédérations du bâtiment de la Meuse et de la Haute-Marne sur les programmes de ressources en main-d'œuvre nécessaires au projet CIGEO. Enfin, Énergique a contribué à l'élaboration du plan de développement du territoire et de ses actions induites. Énergique participe au salon à l'envers de Thionville, au salon international WNE, et a créé son propre salon interadhérent. Énergique, enfin, suit avec attention le développement des activités de ses adhérents dans des secteurs tels que l'aéronautique, le médical, la chimie, l'industrie, de l'armement et du ferroviaire. Voilà, présenter Énergique. Merci. Merci beaucoup Antoine. Donc bon, j'ai pas mal de questions, mais on y reviendra. Donc notre troisième intervenant, donc on va parler médecine nucléaire. Donc on ne connaît pas souvent cet aspect du nucléaire, la médecine. Donc Grégoire, je pense que vous pouvez pas dans le temps imparti nous faire un complet cours de médecine nucléaire, mais peut-être nous décrire en 2 mots qu'est-ce que c'est la médecine nucléaire, à quoi ça sert, et puis aussi parler justement du développement de la médecine nucléaire dans la région Grand Est, parce que je crois que justement il y a eu un très fort développement ces dernières années. Tout à fait. Merci Grégoire. Peut-être vous parlez, excusez-moi, un petit peu aussi de votre institut, parce que je disais que vous travaillez actuellement à l'Institut de cancérologie de Strasbourg Europe, et nous dire en 2 mots sur cet institut. Merci. D'accord. Pour commencer, je vais effectuer un bref rappel sur la médecine nucléaire. Alors, qu'est-ce que la médecine nucléaire? C'est la spécialité médicale qui utilise, à des fins diagnostiques et thérapeutiques, des substances radioactives. Son principe est simple. Il repose sur l'administration au patient d'un médicament radiopharmaceutique qui est composé d'une molécule vectrice et d'un radionucléide. La molécule vectrice va se fixer sur l'organe que l'on cherche à explorer. Le radionucléide va émettre un rayonnement. Dans des circonstances diagnostiques, ce rayonnement doit permettre de localiser la molécule vectrice, d'apprécier sa fixation afin d'en déduire le fonctionnement de l'organe cible. En aucun cas, le rayonnement doit détruire cette cible, contrairement à la thérapeutique, où le rayonnement doit détruire le tissu sur lequel s'est fixée la molécule vectrice. Ce principe s'applique à tous les examens de médecine nucléaire, que ce soit les scintigraphies, les tomoscintigraphies par émission de positons appelées TEP, et également la thérapeutique appelée radiothérapie interne vectorisée. Ce bref rappel étant fait, je vais aborder le cœur de notre sujet, la médecine nucléaire dans le Grand Est. La médecine nucléaire est très présente dans le Grand Est. 16 services y sont implantés. Si les grandes structures de soins ayant une forte activité oncologique et cardiologique disposent de ce type de service, il est également présent dans des structures plus petites afin d'assurer un maillage efficace du territoire et de garantir à tous les habitants du Grand Est un accès facile aux examens de médecine nucléaire. L'implantation actuelle des services est la suivante. Il existe un service à Charleville-Mézières, un service à Troyes, 2 services à Reims, un service à Chaumont, un service à Épinal, 2 services à Nancy, un service à Metz, un service à Thionville, un service à Sarreguemines, un service à Haguenau, 2 services à Strasbourg et bientôt, prochainement, 4 services, avec l'ouverture de 2 nouvelles entités d'ici la fin de l'année, un service à Colmar et 2 services à Mulhouse. 45 gamma caméras sont implantés sur le territoire du Grand Est. Ce sont ces équipements qui permettent la réalisation de scintigraphie. Il y a également 14 TEP, tomographes par émission de positons. Ce sont les machines qui permettent la réalisation des tomographies par émission de positons. Leur nombre a particulièrement augmenté au cours des dernières années. En 2015, 9 TEP fonctionnaient sur le territoire, aujourd'hui 14, et fin 2023, 22. Cette augmentation traduit parfaitement la place de plus en plus importante de la médecine nucléaire. Concernant la production des radionucléides, 3 cyclotrons sont implantés dans le Grand Est, un à Troyes, dédié à la production destinée à l'activité médicale, un à Strasbourg, dédié à la recherche, et un à Nancy avec une activité mixte, production médicale, recherche. Concernant les moyens humains, 60 médecins nucléaires travaillent dans le Grand Est. Ils sont aidés dans leurs tâches par 160 manipulateurs en électroradiologie médicale.
En 2017, 120 000 scintigraphies ont été réalisées et 25 000 tomographies par émission de positons. Deux projets très innovants vont bientôt voir le jour dans le Grand Est. Le premier est un service de radiothérapie interne vectorisée au CHU de Nancy. Ce service se caractérise par sa taille, 14 chambres, et par sa proximité avec un laboratoire de radiochimie, ainsi que l'autre. L'objectif est de traiter 2500 patients en 5 ans. L'autre projet de grande envergure est l'installation d'une TEP IRM à Alicante, à Strasbourg, où je travaille. Cette machine va allier les compétences, les possibilités diagnostiques de la TEP et de l'IRM afin d'optimiser la prise en charge des pathologies neurodégénératives, cardiologiques, oncologiques et ostéo-articulaires. Après, donc, si le Grand Est est très équipé en médecine nucléaire, cela a-t-il un apport bénéfique pour la santé des patients de la région? Oui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, en raison de la fréquence et de la gravité des pathologies traitées par la médecine nucléaire. Il y a tout d'abord le cancer, qui est toujours, malheureusement, la première cause de mortalité dans le Grand Est, avec plus de 15 000 décès en 2014. La TEP est devenue incontournable dans le diagnostic, le suivi thérapeutique et le suivi post-thérapeutique des patients. Un patient chez lequel un cancer est diagnostiqué ne bénéficiera pas d'une seule TEP, mais de plusieurs tout au long de sa maladie. Si l'oncologie représente la majorité des indications en TEP, elle est loin de constituer l'intégralité de l'activité de médecine nucléaire. Plus de la moitié des scintigraphies réalisées relèvent d'une indication non oncologique. Alors, quelles sont les grandes spécialités prescriptrices de médecine nucléaire? La cardiologie, tout d'abord. Les scintigraphies myocardiques permettent de dépister et de suivre les cardiopathies ischémiques. Ces pathologies sont notamment recherchées chez les patients à haut risque cardiovasculaire, comme les diabétiques. Quand on sait que 5% de la population de la région est diabétique sous traitement, ce qui représente plus de 250 000 personnes, on comprend mieux pourquoi 40 000 scintigraphies myocardiques ont été réalisées en 2017. Les autres disciplines pourvoyeuses de la médecine nucléaire, d'examen de médecine nucléaire, est l'endocrinologie, avec les scintigraphies thyroïdiennes qui permettent le diagnostic étiologique, c'est-à-dire déterminer la cause des hyperthyroïdies, pathologie qui touche 1 ou 2% de la population, soit près de 25 000 personnes. Enfin, la chirurgie orthopédique est également très pourvoyeuse d'examens en médecine nucléaire. Par exemple, dans l'appréciation des complications post-prothèse, post-arthroplastie, une scintigraphie osseuse est souvent réalisée. À titre indicatif, 9000 prothèses de genoux et 9000 prothèses de hanches sont posées chaque année dans le Grand Est. La médecine nucléaire, par ailleurs, s'adresse à tous les âges. Il y a des scintigraphies qui sont réalisées chez les enfants, principalement des scintigraphies rénales, pour apprécier le fonctionnement de l'appareil urinaire, et chez les personnes très âgées, des scintigraphies cérébrales dans le cadre du pilote de maladies neurodégénératives. Autre intérêt pour les habitants du Grand Est d'avoir un équipement important de médecine nucléaire et de leur garantir une proximité avec ces équipements grâce au maillage efficace. Tous les habitants du Grand Est sont situés à moins d'1 heure de route d'un service de médecine nucléaire, et de leur assurer des délais rapides d'examen. En effet, que ce soit pour les pathologies cancéreuses, où là il est primordial pour éviter une perte de chance d'avoir l'examen de délai acceptable, cette notion de délai concerne aussi des pathologies plus bénignes, comme les fractures de fatigue, qui sont diagnostiquées par scintigraphie osseuse. Une retard de prise en charge peut entraîner des complications comme une chronicisation de la douleur. Donc pour conclure, je dirais que la médecine nucléaire est très présente dans le Grand Est, et cela pour répondre à des besoins importants de la population. Ces besoins vont continuer à progresser, d'où l'implantation de nouveaux sites probables. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la médecine nucléaire. Merci beaucoup Grégoire, c'est vraiment très intéressant, puis je pense que ça nous concerne tous, et c'est un aspect
moins connues, enfin en tout cas pour nous, des applications nucléaires aujourd'hui par rapport à évidemment à la production d'électricité. Mais il y a un certain nombre de métiers communs, en particulier pour tout ce qui est radioprotection, qui sont relativement importants. Donc justement, je vais enchaîner par une question qui nous est remontée, qui est est-ce que quel métier aujourd'hui, quel type de profil vous recrutez? Donc je pense que ça c'est plutôt une question pour Olivier et Antoine. Quel profil? Quel métier? Olivier, peut-être? Oui. Alors, nous, on recrute de niveau bac à niveau ingénieur. Et en termes de, donc on recrute du niveau bac au niveau ingénieur. En termes ingénieur, c'est plutôt ingénieur généraliste. Et ensuite, on a un peu tous les métiers. Donc, on a chimie, tout ce qui est métier électrotechnique, mécanique, chaudronnerie. Mais on a également des ingénieurs, des métiers de planificateurs, donc des gens qui sont plutôt sur du projet. Voilà, c'est assez ouvert en fait cette année. C'est assez ouvert en fait en termes de diplômes et de profils. Plutôt des profils techniques à 90%. Mmh. Et vous, Antoine, quel type de profils sont recrutés par les entreprises de l'association? Ce qui est réclamé, c'est principalement les métiers de la maintenance, les interventions sur site. De manière générale, tous les métiers liés à la mécanique, l'électronique, l'électricité, mais avec des spécificités nucléaires. Mmh. Très bien. Donc, une autre question. Antoine, vous avez une grande partie des entreprises, enfin je crois que Bernard en a parlé sur les statistiques qu'on a au niveau de la région, on a pour les entreprises de la région, hors donneur d'ordre, je crois que c'était ce que tu disais, Bernard, c'était à peu près 80% des entreprises travaillaient aussi dans d'autres secteurs. Par rapport aujourd'hui à la crise que nous traversons, est-ce que ces entreprises rencontrent des difficultés dans d'autres secteurs et qu'est-ce que nous, dans le nucléaire, on peut leur offrir? Pour avoir été moi-même entrepreneur il n'y a pas si longtemps que ça, je dirige une entreprise qui était adhérente d'Énergique. Je crois qu'actuellement, le problème des entreprises, c'est pas tant leur plan de charge et leur carnet de commandes, c'est exclusivement leurs ressources humaines. Et la tendance pour certaines serait presque d'ajuster le chiffre d'affaires à leurs possibilités en moyens humains, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est l'état des lieux qu'on constate. Olivier, vous voulez répondre à la question? J'ai été déconnecté, donc je n'ai pas entendu la question en fait. Oui, non, ma question c'était de savoir est-ce que vous voyez aujourd'hui parmi les entreprises avec lesquelles vous travaillez, d'entreprises prestataires ou fournisseurs de la centrale, des entreprises impactées par la crise sanitaire aujourd'hui et puis et les conséquences économiques de la crise sanitaire. Est-ce que ça vous touche et est-ce que vous avez identifié des actions que vous pouviez mettre en place avec ces entreprises? Alors, nous, la crise sanitaire nous touche pas vraiment puisqu'on doit continuer à maintenir nos installations et à faire tourner nos installations. Donc, on va dire, on réalise nos chantiers comme prévu dans des conditions particulières. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont énormément de mal à recruter en fait et à trouver des gens qui se dirigent vers les filières nucléaires. Mais les entreprises, comme nous sur le site, en fait, voilà, cette année, c'est 26 personnes qui vont être recrutées sur le site et on va avoir du mal en fait à recruter les gens. Le monde industriel, c'est plus un monde forcément qui intéresse actuellement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place le guichet compétences pour en fait rediriger des personnes qui sont actuellement au chômage et les rediriger dans la filière industrielle via des formations. Donc en fait, c'est Pôle Emploi et la région qui créent en fait des formations sur mesure pour entièrement les rediriger, les reformer pour les refaire rentrer dans le monde industriel.
on a, voilà, la crise, c'est pas elle actuellement le plus compliqué, c'est plutôt trouver des compétences, des gens formés. Il y a des métiers en vrai qui sont en tension importante. Si vous prenez des chaudronniers, des robinettiers, ce sont des métiers qui sont en vraie tension et pour lesquels on a du mal à trouver des gens qui sortent d'école ou même expérimentés. Mmh. Est-ce qu'il est possible du coup d'envisager une reconversion après qu'on ait fait un premier métier, ou est-ce que vous recrutez surtout des jeunes? Alors, on recrute des personnes qui sont plutôt en sortie d'école, voilà. Mais on a des gens qui viennent, alors pas forcément en reconversion, mais qui viennent plutôt de nos entreprises partenaires qui souhaitent intégrer l'entreprise. En reconversion, on a des gens plutôt chez les partenaires industriels en fait, qui utilisent le guichet unique. Quand je vous ai dit les 174 personnes postes qui ont été créés, c'était plutôt des gens qui étaient en reconversion, puisqu'on les a entièrement reformés au métier du nucléaire. D'accord. Monsieur Lecomte, est-ce que le fait pour les entreprises de travailler dans le nucléaire, ça leur a permis de développer des nouvelles technologies, des nouvelles compétences? Est-ce que ça permet aussi de vous ouvrir des nouveaux marchés hors nucléaire et aussi hors de la région? Oui, certainement. Parmi nos adhérents, on a tous les profils. On a des sociétés de fonderie qui, par exemple, accompagnent Orano dans la France entière. Certains charpentiers métalliques aussi. On a aussi des entreprises plus modestes qui ont manifesté un réel intérêt pour l'activité nucléaire, donc ont commencé à former leur personnel, également après à qualifier leurs entreprises, à obtenir le CFRI, à former une PCR en interne, finalement pour arriver de leur métier de base d'origine traditionnelle à évoluer, comme j'expliquais tout à l'heure, dans des sites comme la centrale de Nogent-sur-Seine, comme l'Andra au fond du laboratoire à moins 500 mètres, ou comme à Soulaine où on est aussi en INB. Donc oui, 3 fois oui, les entreprises qui s'intéressent ont de la réussite, oui. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui est, est-ce que la région Grand Est est candidate pour recevoir des EPR? Alors, c'est une question pour Monsieur Pichery et pour Antoine. Est-ce qu'il y a des projets d'EPR dans la région? Peut-être, oui. Vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Alors, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener, comme vous l'indiquez, au niveau de la région. Je trahirai pas de secret en disant que ça a déjà fait partie des réflexions que j'ai personnellement avec le président de la région, Jean Rotner, mais qui sont des réflexions qui sont à un stade très très amont. En tout cas, je pense que quand on entend les échanges d'aujourd'hui et qu'on analyse effectivement l'intérêt pour le développement des territoires de ce type d'équipement, c'est certainement une question qu'on doit se poser. Et sans prolonger, je reviendrai juste sur les questions que vous donnez mon éclairage de vision de territoire par rapport à ce que vous évoquiez pour nos entreprises juste avant. Alors, je partage l'analyse, c'est aussi les éléments que j'ai de la difficulté de trouver les moyens humains, ce qui est quand même un paradoxe dans le contexte où nous nous trouvons. Avec peut-être, ça n'a pas été évoqué, moi, les entreprises qui interviennent un petit peu en tout domaine me font part aussi dans le contexte international très difficile de certaines difficultés d'approvisionnement qui freinent leurs travaux. Et je voudrais aussi apporter un témoignage. Vous avez parlé de l'atout que peut constituer pour ouvrir d'autres marchés l'intervention dans le nucléaire. Je pense que
le fait d'être autorisé pour une entreprise à intervenir dans le nucléaire, d'être labellisé, c'est une reconnaissance d'exigence et de qualité et qui constitue certainement aussi un élément de choix pour des personnes ou des collectivités, des donneurs d'ordre qui ont à mener des opérations, même si elles ne sont pas nécessairement dans le nucléaire. Mais aujourd'hui, la question de la qualité est au cœur de nos préoccupations et c'est certainement un atout d'être reconnu comme un intervenant crédible en termes d'entretien, de maintenance ou autre dans le domaine du nucléaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que vous et Olivier, vous êtes tous les deux au conseil d'administration de l'Université Technologie de Troyes. Alors, je pense qu'Olivier en a parlé un petit peu. Donc, quel atout représente l'université aujourd'hui pour le nucléaire dans le département ? Alors effectivement, on a le plaisir avec Olivier de se retrouver au conseil d'administration de l'Université de Technologie de Troyes, dont j'ai l'honneur d'être le premier vice-président du conseil d'administration. Alors c'est très clair, hein, je dirais l'atout, pour utiliser une formule maintenant qui est un peu vulgarisée, mais je pense qui est très parlante, quand on parle de gagnant-gagnant. Bien sûr, l'implantation, l'université, comme les entreprises du nucléaire que nous évoquons aujourd'hui, elle a une vocation première, mais elle est un acteur majeur du territoire où elle se trouve. Et aujourd'hui, dans la vie d'une université, ses responsables ont à cœur, et je pense que d'ailleurs on ne peut pas faire autrement dans notre société, d'être aussi impliqués, pas seulement dans l'enseignement des jeunes, mais dans tout le développement du territoire. Et c'est une priorité en ce sens de l'Université de Technologie de Troyes, d'aller à la rencontre des entreprises du territoire et au-delà, et de voir comment elle peut répondre à leurs attentes. Et comme le but des entreprises, c'est d'aller à la rencontre des chercheurs, des compétences, des innovations que peuvent produire nos établissements d'enseignement supérieur, je dirais que c'est une mise en relation qui se fait tout naturellement et dont le territoire sort forcément bénéficiaire et gagnant. Après, je rentrerai pas dans les thématiques techniques et technologiques. Ça dépend bien sûr des domaines d'excellence que développe l'université de technologie. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des sujets, il y a des thèmes de rencontre extrêmement pertinents. Et encore une fois, où à la fois l'entreprise et à la fois l'université trouvent leur compte. Et c'est donc bien cette démarche gagnant-gagnant qu'on évoque de plus en plus dans les relations partenariales. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question qui concerne l'hydrogène. Alors, on en a pas mal parlé à la table ronde précédente, mais donc la question, c'est est-ce qu'il y a des projets hydrogène dans la région ? Je crois que EDF a une stratégie hydrogène. Je ne sais pas si avez-vous une stratégie hydrogène dans le département de l'Aube ? On en parle beaucoup. Ces derniers temps. Non, mais c'est là aussi, si vous voulez, c'est un des grands sujets qui nous interpelle aujourd'hui. C'est vrai, et notamment en lien avec la transition énergétique sur laquelle il y a beaucoup de réflexions. Je l'ai pas dit au début de ma présentation, mais l'Aube est aussi une terre très en avance en matière de transition énergétique. Pour vous donner quand même un élément, l'Aube est un territoire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, et même sans la production de la centrale
si on prend pas en compte la production de la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est quand même le fleuron de la production énergétique sur notre territoire. Donc, il y a des développements nombreux dans les énergies nouvelles, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, le biogaz. L'hydrogène est un sujet sur lequel effectivement on commence à avancer en étant conscient qu'il y a d'autres territoires qui ont largement une longueur d'avance sur nous, mais c'est pas pour autant que c'est pas un sujet qui doit mobiliser toute notre attention et toute notre énergie, c'est le cas de le dire. Et je pense que dans les mois qui viennent, c'est un sujet sur lequel il pourrait y avoir des initiatives de prise. Mais pour répondre concrètement à votre demande, aujourd'hui dans l'Aube, s'il y a des réflexions, il n'y a pas vraiment d'engagement, d'opération concrète sur cette thématique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Olivier, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? Forcément, EDF, qui est quand même un acteur de la production d'énergie bas carbone, est forcément intéressé par cette technologie hydrogène, en fait. Et donc, des réflexions sont en cours au niveau de l'entreprise pour voir comment cette technologie, en fait, peut s'insérer, peut fonctionner dans le monde actuel et puis, on va dire, à venir de l'énergie. Donc, oui, c'est une technologie qui intéresse l'entreprise. Et sur laquelle on travaille actuellement. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vous remercier tous, remercier Monsieur le Président, remercier nos 3 intervenants pour cette session extrêmement intéressante, remercier Bernard Petit qui a monté cette session, notre président, vous inviter à nous rejoindre, la SFEN, pour pouvoir organiser de nouveau des réflexions et des tables rondes comme celle d'aujourd'hui. Remercier aussi la régie qui était derrière nous, que vous n'avez pas vue, mais qui a rendu cette session possible. Donc, à bientôt à tous et merci beaucoup. Bonne soirée.